Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion 2025, 2026, 2027, 2028. J'allais dire une année préélectorale pour 3 années électorales. On parlera politique, mais on essaiera de ne pas rentrer dans des postures bien connues. L'un a dit, l'autre contredit. On va essayer de voir si on peut avoir un regard sur la politique, que ce soit du passé, du présent et de l'avenir 2026, 2027, 2028. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Jismir Amoudou, merci pour l'invitation. Je disais que la question politique, est-ce qu'il faut qu'on redéfinisse c'est quoi la politique ? C'est important de le dire, peut-être, parce que je dirais qu'aujourd'hui, on a tendance à réduire la politique aux élections. Oui. Alors que, je dirais, la politique, c'est tout ce qui fait l'organisation de la vie en société, des règles de fonctionnement qu'on se donne pour que cette société soit plus ou moins équilibrée. Et ça passe effectivement par des modalités d'organisation que l'on ramène à un scrutin électoral. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce scrutin électoral, être un citoyen, ce n'est pas simplement être un électeur, c'est gérer la politique en général, au quotidien. Tout est politique. Comment on s'implique justement dans la vie de la cité pour répondre aux besoins de toute cette population. On a été façonné dans les années 70, 80, 90 et on va dire jusqu'à 2010 à une façon de faire la politique. Cette méthode, le microcosme, a beaucoup évolué. On n'est plus dans la posture des années 80, 90, 2000. On est, je vais dire, les lignes ont bougé. Aujourd'hui, savoir qui est à droite, qui est à gauche, il faudrait une pendule. Ça ne veut pas dire grand-chose, voilà. Finalement, droite-gauche. Si, à un moment donné de l'histoire politique française, on a pu effectivement faire un certain nombre de différences entre la droite ou la gauche, on se rend bien compte aujourd'hui que des politiques, des gouvernements successifs qui se revendiquent tantôt de droite, tantôt de gauche, on ne voit pas trop la différence dans la mise en œuvre des politiques publiques qui sont actuellement réalisées, et notamment, je dirais, depuis la construction européenne aussi. Et si, là c'est un exemple précis, François Bayrou, Premier ministre actuel, a décidé d'utiliser le 49.3. Je pense que s'il le fait, c'est pour 2 raisons. Le premier, c'est que le PS ne votera pas la censure et que le RN non plus ne votera pas la censure. Quelle est la motivation de l'un et de l'autre ? C'est pas la même. Ça c'est sûr que, en tout cas, je dirais les motivations, je ne sais pas si elles sont différentes, parce que quand même la motivation principale de toutes ces personnes, de tous ces partis politiques, c'est d'accéder au pouvoir. Et donc on est dans un jeu de rôle en fonction du contexte, de l'époque, etc., où chacun joue un rôle, mais en perdant quand même de vue que le seul but de l'État, je dirais, c'est la satisfaction des besoins de la population de cet État. C'est quelque part aussi le bien-être de cette population. On se rend bien compte que finalement, ce bien-être des individus, c'est le dernier des soucis des hommes et des femmes politiques qui nous gouvernent. Et quand on regarde les arrangements qu'il y a, j'allais dire, on fait tout un procès depuis quelques années sur les 49.3 j'allais dire, du gouvernement de Macron, même si c'est pas Macron qui est le Premier ministre. Mais si on se rappelle de 84, quand Rocard prend le 49.3, si les 4 députés ultramarins avaient voté, on renversait le gouvernement Rocard a été renversé. Donc, je veux dire, ces méthodes-là ont toujours été utilisées. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte très controversé, très fragilisé, on se demande si le Premier ministre, demain, sera toujours le même.
Ben, ces arrangements dont vous parlez, finalement, c'est justement la preuve, je dirais, que ces gens-là ne font pas de la politique. Ces gens qui sont aujourd'hui aux responsabilités défendent avant tout des intérêts personnels, des intérêts privés, et représentent aussi, je dirais, une toute petite partie de la population française. Et donc, à ce rythme-là, la situation ne peut que se dégrader dans le temps, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui dans notre société, et à La Réunion on y voit bien, comment les gens finalement n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Ils sont dans une dépendance vis-à-vis d'un assistanat qui n'est pas suffisant pour leur permettre de vivre dans un contexte où la vie est extrêmement chère à La Réunion. D'une part, et d'autre part, ce que j'allais dire, c'est que nous sommes au début d'une évolution, pas d'une révolution, d'une évolution. Quelle posture peut en découler? Comment le citoyen peut redevenir un électeur et peser vraiment sur la démocratie? Bah, la démocratie, déjà, je dirais, il faudrait la définir en fait, hein, parce que on est actuellement dans un système qui se définit comme démocratique, et on le voit bien, un système qui fonctionne sans les électeurs et sans les citoyens. Donc je dirais que vous parliez d'évolution, peut-être un jour que la révolution viendra, mais c'est sûr qu'elle ne tombera pas du ciel et que les choses se préparent petit à petit. Et je dirais que plutôt que de se résigner et cette impression que nous pouvons avoir, qui est en même temps réelle, de ne pas avoir de pouvoir, il y a quand même des petits pas que nous pourrions faire. Il y a un grand monsieur de La Réunion qui dit Tipa Tipa n'y va arriver, mais le chemin est long. Mais en tout cas, il faut se mettre en marche, je dirais, ou en tout cas en route, pour ne pas faire une référence à un parti politique assez funeste. Mais en tout cas, il faut se mettre en route, et il y a des choses à faire, des petites choses, là où nous sommes, chacun. Il y a des organisations à mettre en place pour se réapproprier justement la chose publique et retrouver finalement ce pouvoir que l'on a donné à ces individus. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit le haut, les riches, les puissants, les milliardaires, qui organisent ce nouveau monde, ou est-ce qu'à la base, j'allais dire, est-ce que le peuple peut retrouver un semblant de respect de lui-même? Le nouveau monde, l'élite est déjà en train de l'organiser. Il y a que nous en bas qui sommes en train de nous taper les uns sur les autres. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, on le voit bien depuis plusieurs décennies maintenant, c'est que le nouveau monde est en train de s'organiser, et je dirais, il est en train de se faire sans le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, la révolution, c'est clair, elle ne viendra pas d'en haut, puisque on le voit bien, cette élite qui dirige le monde en général, elle, son objectif, c'est d'exploiter le plus grand nombre pour tirer un maximum de profit en termes d'argent et en termes financiers. Donc la révolution, elle doit nécessairement s'organiser par le bas, et je dirais que il faut que le citoyen il fasse son retour sur cette scène politique en général. Et ça reste, et on le voit, le pouvoir supranational. Il y a eu l'OTAN, il y a eu l'ONU, il y a eu le pacte de Varsovie, il y a eu les pays de l'Ouest. Tout a plus ou moins périclité. La question, c'est, quand on regarde la situation aujourd'hui, ce qui est dommage et force de constater que les gouvernements n'ont plus le pouvoir. On a l'impression qu'on a mis en place des pantins, et que ceux qui tiennent le fil, ce sont les milliardaires. Mais les gouvernements n'ont plus le pouvoir avec leur consentement. Ils ont consenti à ce que finalement ces milliardaires, ces multinationales se placent au-dessus
hein, au-dessus des États, au-dessus d'une certaine légitimité démocratique. Ils ont accepté cette situation, nos gouvernants. Hein. On le voit bien avec la construction de l'Union européenne. On le voit bien qu'au fil du temps, le pouvoir de décision s'éloigne de plus en plus du citoyen lambda. Et le paradoxe, c'est de voir actuellement Poutine en train de construire les BRICS. Donc c'est toujours des pouvoirs supranationaux qui, peu à peu, prennent le pouvoir, même concernant la santé. On a vu que l'OMS a reçu un pouvoir que je trouve exceptionnel. C'est l'OMS qui décide pour chaque pays. Bah, c'est l'OMS aussi qui décide pour nous, en fait. Ouais. Hein, alors, on a tout un tas de principes, et c'est le propre, je dirais, de ces démocraties modernes occidentales, c'est d'affirmer tout un tas de principes les plus magnifiques qui soient, hein, les droits de l'homme et du citoyen, les droits de l'enfant, les droits de la femme, ouais. Le droit à la santé, les droits pour les personnes âgées de vivre dans des conditions décentes, mais on le voit bien que finalement, une fois que ces droits sont énoncés, ces mêmes gouvernants trouvent tout un tas de justifications pour ne pas finalement donner les moyens pour que ces droits soient vraiment non pas uniquement des droits de papier, mais des droits au sens plein, comme peuvent l'entendre les juristes, c'est-à-dire que avec la possibilité, eh bien, de les revendiquer, de les faire respecter, et on voit bien que ça n'existe pas. Hein, donc, je dirais qu'il y a une certaine... On est à une époque où les gens, de manière générale, se désespèrent de la situation, mais il faudra bien qu'on passe cette étape de la désespérance pour mettre en place un certain nombre de choses. Il faudra bien qu'on passe l'étape de la colère, parce qu'il y a beaucoup de colère dans notre société, il y a beaucoup de violence aussi dans cette société. Il faudra bien qu'on arrive à passer cette étape-là pour transformer tout cela en quelque chose de positif pour l'avenir. Et ce qui me fait sourire souvent, c'est quand je regarde le comportement de certains. Aujourd'hui, à La Réunion, on voit que... Et je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que le constat qu'ils font, tout le monde l'a fait. Eux, ils ont le courage de dénoncer qu'à La Réunion, il y a quelques jeunes qui essayent de créer des situations de violence. C'est une réalité. Mais quelques jeunes, je dis bien quelques jeunes. Et la question, c'est d'en faire, aujourd'hui, une situation extrême et d'aller jusqu'à la création de milices. Donc, est-ce que c'est ça le vrai problème, ou ce n'est que une petite conséquence d'une situation globale où l'être humain est depuis quelque temps déjà abandonné? Bah, disons qu'on va dire que c'est la manifestation d'un symptôme de plus en plus visible. Ouais. Mais la violence, ça fait des années, des générations qu'elle existe, la violence dans cette société. Et ne serait-ce que, j'irais, rien qu'à voir tout ce qu'on peut voir dans les médias, de l'expression de cette violence, j'irais, déjà l'État lui-même est violent vis-à-vis de ses concitoyens, puisqu'il considère aujourd'hui qu'il peut se permettre de laisser de côté, complètement en marge de la société, un certain nombre d'individus. La misère telle qu'elle se développe depuis des années et des années ne peut engendrer que de la violence. À un moment donné, les gens, et je dirais que n'importe quel individu, hein, c'est humain, c'est naturel, il cherche les conditions de sa survie là où il pense qu'il peut en trouver de meilleures. Mais n'ayant pas accès à ce fonctionnement du système, forcément, je dirais, c'est une conséquence inéluctable. On bascule dans la violence. Dire qu'aujourd'hui, cette violence, elle est uniquement l'expression d'une petite minorité, je dirais que c'est faux. Toute la société est violente. Toute l'expression que l'on peut voir dans cette société, elle est violente. Toutes les manifestations que nous pouvons voir, elles sont violentes. Simplement, aujourd'hui, je dirais qu'on met le focus sur une situation, on met le focus sur une certaine communauté de la population, sans voir par ailleurs
d'ailleurs toute la violence qui existe dans la société au quotidien. Et c'est le paradoxe de ce que je viens de dire. Qui organise cette situation-là pour que naisse la violence? Qui a intérêt que la population, entre guillemets, d'en bas, se déchire entre elles, se tape dessus? Qui a tout intérêt à ce que la population soit suffisamment occupée pour ne pas regarder ce qui se passe au-dessus? Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est certain qu'il y a aujourd'hui des individus qui ont un intérêt et que cette violence qui existe dans la société, comme tout un tas de symptômes d'ailleurs du mal-être de la société, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est qu'il y a eu à un moment donné des choix qui ont été faits par des individus et que la grande majorité des autres n'ont rien fait. Hein? Et ils ont laissé faire. Et donc forcément, on se retrouve aujourd'hui avec cette société et cette violence, sans bien comprendre, à chercher à comprendre en tout cas comment elle peut arriver, en apportant des réponses peut-être immédiates, qui vont peut-être apaiser ou calmer les choses. Quand j'entends qu'on appelle à une plus grande fermeté, à une plus grande sévérité, enfin, c'est la solution qu'on apporte depuis 30 ou 40 ans. Hein. Souvenez-vous déjà en 2007 de Nicolas Sarkozy qui appelait à cette grande fermeté et à plus de sanctions. On est aujourd'hui en 2024. 25, pardon, oui, excusez-moi, on a changé d'année. On est en 2025. On en est toujours à proposer cette fermeté, alors que la violence continue à se développer. Donc c'est qu'on voit bien que la réponse à apporter n'est pas la solution au problème qu'on évoque. Et à chaque fois, on essaye de trouver une solution. Et moi, ce que j'adore dans les postures gouvernementales, on prend une décision aujourd'hui, on change de gouvernement, le gouvernement qui arrive a déjà une solution pour remplacer la solution d'avant. Et aucune ne marche. C'est parce que ce sont les mêmes solutions, mais présentées différemment. Hein, ce sont les mêmes solutions présentées différemment. Quand on voit aujourd'hui la situation du pays et en face les solutions qui sont proposées par le gouvernement, eh bien finalement c'est toujours plus de fermeté, toujours plus de sanctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est toujours à proposer pour des individus ou des familles de ces individus qui tombent dans la violence, à les priver encore plus de moyens de subsistance. Et on s'imagine que cela va arranger les choses. Quand on voit aujourd'hui qu'on propose toujours de faire des économies chez les gens qui sont les plus pauvres, chez les gens qui sont les plus démunis, on ne peut que s'attendre à ce que cette violence se développe. On ne cherche pas à lutter contre les inégalités, on ne cherche pas à mettre en œuvre une politique qui permettrait un meilleur partage des richesses pour que chacun puisse subvenir à ses besoins par une activité. Non, on met en place des systèmes qui génèrent forcément toujours plus de violence, avec une absence de réflexion, une opposition aussi, je dirais, entre les communautés, parce qu'il y a un racisme aussi dans ce qui se passe, qui est très perceptible, mais qui lui non plus n'est pas nouveau. La société française est une société raciste. La société de la Réunion est une société qui est le fruit de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. C'est une société raciste. Reste que si on regarde l'évolution de l'histoire de la Réunion, le peuple réunionnais, le peuple métissé de la Réunion j'allais dire quelque part, n'a pas eu d'autre choix que de vivre ensemble, de s'accepter. Mais aujourd'hui, on voit aussi les limites de cette acceptation. On voit qu'on n'est pas prêt à tout accepter aujourd'hui. Certains le disent, certains le montrent avec véhémence, qu'on n'est pas prêt à subir la loi de certains. Moi, j'ai du mal à dire que l'histoire de la Réunion, en tout cas, je ne comprends pas
la rhétorique qui permet d'arriver à ce constat en disant que la Réunion, c'est une société de vivre ensemble. Il faut quand même le rappeler que la Réunion, ce sont des populations qu'on est allé chercher parmi les plus pauvres de France et de Navarre. Ce sont des populations qu'on est allé chercher en Afrique, en Inde ou en Chine, qu'on a forcé, obligé à venir s'installer sur ce territoire pour être exploités. Donc comment, à partir de cela, je dirais que les gens, bien entendu, à un moment donné, ils vivent avec. Ils vivent avec, ils n'ont pas le choix, ils sont sur ce territoire confiné, ils n'ont pas d'autres moyens. Mais de là à dire que la société réunionnaise est une société respectueuse et du vivre ensemble, c'est un leurre. Je crois qu'il faudrait que l'on arrête, c'est un mythe qu'il faudrait que nos élus, ou en tout cas la classe politique et même le Réunionnais en général, arrête de cultiver. La société réunionnaise est fondée sur une histoire, je ne vais pas, si vous voulez, porter un jugement, c'est l'histoire qui s'est déroulée comme ça. C'est une histoire de la violence quand même, la société de la Réunion. C'est une histoire de la violence. C'est violent quand on oblige des individus qu'on va chercher dans tout un tas d'endroits du monde et qu'on les met en esclavage et qu'on les force et qu'on les exploite. C'est quelque chose de très violent. Et donc aujourd'hui, je dirais que dans le fonctionnement de la Réunion, et c'est un problème aussi par rapport à notre pays, qui a du mal avec cette histoire-là, parce que d'un côté, il a développé les droits de l'homme, et de l'autre côté, ça l'a pas empêché de mettre en esclavage des millions de personnes. Et donc, si vous voulez, il a du mal à regarder cette histoire en face. Je crois qu'à un moment donné, en tant que responsable, et chaque individu l'est responsable, eh bien, il faut regarder un petit peu en face les choses, et se dire que peut-être nous pouvons construire un avenir différent, en partant de cette histoire que nous avons connue, et que nous vivons, dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui. Peut-être que s'il y a la volonté de chaque individu de tendre vers une société qui amènerait un bien-être un peu meilleur à chaque individu. Mais ça, c'est de la volonté politique et je dirais c'est de la volonté personnelle de chacun. Alors, on reviendra justement sur cette posture. On essaiera la prochaine fois de partir de l'après-guerre, voir un petit peu comment la politique a façonné la Réunion. Est-ce que ça a eu un impact ou c'était juste un outil aux mains de ceux qui avaient déjà le pouvoir et qui ont fait ce qu'ils voulaient? Donc on posera, ça c'est le cadre pour le prochain échange. Avec plaisir. Merci à vous, Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.